bienvenue à cet enregistrement devant public, le groupe 1259 qui, rendu à ce mois de juin pluvieux, mai, rendu à cette fin mai pluvieuse, et dont la majorité des gens ont des coups de soleil parce que hier il faisait beau, s'apprête à faire la synthèse 1, enregistrée devant public. Les gens sont fébriles et on y va tout de suite avec la première question. Alors, première question, configurer les paramètres réseau physique nécessaires au fonctionnement réseau de vos clients, branchement des câbles, topologie physique, etc. Et en fait, au niveau virtuel, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux machines virtuelles sont déjà techniquement branchées correctement. Il va falloir faire des modifications au niveau des cartes en NAT pour que ça fonctionne un peu mieux. Toutefois, ici, j'ai comme indication de renommer mon ordinateur client, je l'appelle client coiffure, puis mon ordinateur serveur coiffure. Alors, les éléments qui sont les plus importants ici, c'est quoi? C'est tout simplement SRV coiffure, c'est le nom de mon serveur, qui est le plus important, et le nom de mon client, qui est aussi le plus important. Les autres éléments, c'est pas des éléments qui sont comme d'une importance capitale. Une fois que j'ai lu ça, je vais tout de suite aller lire le réseau, puis j'ai besoin d'aller voir la configuration réseau, donc au niveau de l'adresse IP interne LAN du serveur, ça devra être 172.16.54.254. Alors c'est une adresse IP qui est imposée. Et j'ai un masque de sous-réseau de 24 bits qui est aussi imposé, ce qui me donne un réseau quand même assez facile à configurer à la fin. Alors ça, c'est en souligné jaune, c'est les éléments les plus importants de la question jusqu'à date. Ici, au niveau de la NAT, du WAN du serveur, on me demande de désactiver temporairement la NAT. C'est aussi un élément qui est relativement important. Alors, au niveau de la configuration réseau, j'ai un nom de domaine qui s'appelle macompagnie.local, qui est un nom de domaine générique. Là, c'est un salon de coiffeur, mais disons que je ne savais pas trop c'était quoi le nom du salon de coiffeur, donc ça s'appelle macompagnie.local. Alors, une fois que j'ai toute cette information-là, je peux tout de suite basculer dans le serveur puis commencer ma mise en place initiale. C'est une mise en place qui va nécessiter du travail de base, puis par la suite, dans le fond, ce que je sais, c'est que je vais avoir à redémarrer l'ordinateur 2 fois, je vais avoir à faire le DC promo, et il va y avoir du temps dont je vais disposer pour pouvoir lire correctement l'examen puis ce qui s'en vient. Mais je n'ai pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin que ça avant de commencer ma mise en place initiale. Alors évidemment, il faut rentrer le bon mot de passe, qui devrait être password, mais que j'avais mal rentré. Alors, on commence avec la mise en place du serveur. Première chose au niveau du serveur, ce que je fais, c'est que je change le fond de l'écran. C'est personnel. C'est quelque chose que moi, je préfère faire avant de commencer pour ne pas me mêler entre mes deux machines. Donc, l'arrière-plan du bureau, moi, je le mets orange brûlé. J'adore l'orange brûlé. C'est vraiment personnel. Vous pouvez le mettre rose bonbon si vous désirez. Deuxième geste, je vais aller changer le réseau. Donc, au niveau de la configuration réseau, je sais que j'ai à désactiver la NAT. En fait, avant de désactiver la NAT, je vais aller dans les propriétés de la NAT. Je vais aller dans le IPv4 et je vais m'assurer que le DNS, ça va être 127.0.0.1. Même au niveau de la NAT. Ça va faciliter la résolution de nom. Je vais donc enlever le protocole IPv6 pour tantôt je n'aurai pas de besoin et je la désactive en attendant. Au niveau du réseau interne, je vais aller modifier l'adressage IPv4, je désactive le IPv6, je m'en vais dans les propriétés, je vais donner l'adresse IP qui est imposée, soit 172, je m'en souviens plus, 172.16.54. Donc 172.16.54.254. Le masque de sous-réseau est de 24 bits, donc 255, 255, 255. Et le DNS, même si je mets l'adresse IP, ça ne changera rien parce que le serveur, l'installation DC Promo du DNS va le changer pour 127.0.0.1. Peu importe ce que vous mettez ici, ça va être changé à 127.0.0.1. Je pourrais le rechanger par la suite si ça me plaît. 254.
Et j'ai changé l'adressage IP. Deuxième action, je vais changer le nom de la machine. Donc, je change le nom d'ordinateur. Vous avez remarqué que j'utilise la fenêtre « Effectuer les tâches suivantes, configurer ce serveur ». Ça va plus loin. Ça va plus vite, c'est-à-dire SRV coiffure. Je change seulement le nom de la machine. Et dès que j'ai changé le nom de la machine, je redémarre. Je n'ai pas le choix de redémarrer après avoir changé le nom de la machine. La prochaine étape au niveau de mon serveur, ça va être d'installer le nom de domaine macompagnie.local. Donc, ce que je souligne ici, là, tout simplement, c'est ça la prochaine étape que je vais effectuer. Je vais en profiter aussi pour donner un exemple de ce qu'on peut faire au niveau du suivi lorsqu'on fait un examen. Parce que lorsqu'on fait un examen, il y a certaines stratégies qui sont gagnantes. Alors, les objets ou les gestes que j'ai effectués, ce que je fais, c'est que dans la marge, je mets un crochet. Un crochet, ça veut dire que ça a été fait. Dès qu'il y a une puce, je mets un crochet. Alors, ici, ça a été fait. 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 Le nom de domaine n'a pas encore été fait. Par contre, le DNS, en fonction des cartes, a été fait. Fait que ce qu'il me reste à faire, je peux me mettre une flèche comme ça pour m'indiquer. Il me reste à faire ça. Il me reste à faire ça. Alors, je vais aller continuer de travailler sur mon serveur qui risque d'être redémarré. Je vais juste effacer mes petites flèches. Et je vais effectuer un DC promo directement. Alors, directement avec le menu exécuter, j'exécute le DC promo pour le nom de domaine macompagnie.local. DC promo, Enter. Évidemment, le réseau est un préalable. Si vous n'avez pas fait le réseau, vous ne vous lancez pas là-dedans. DC promo, il y a un certain délai associé à l'installation des services de rôle avant le DC promo. Donc, on va installer Active Directory et installer le rôle créer un domaine dans une nouvelle forêt. Le domaine s'appelle macompagnie.local. Je m'assure de ne pas faire de faute de frappe, c'est important. Une fois que le nom de domaine a été vérifié, je vais répondre à certaines questions de base. Le niveau fonctionnel, si ce n'est pas spécifié, donner 2008 R2, ça va nous donner une corbeille au niveau des objets Active Directory. On installe le serveur DNS par défaut. On lui dit oui, je le veux. La base de données NTDS, le disque dur le plus rapide possible. Et ici, ben, on n'a pas le choix, c'est sur le C. Le mot de passe de restauration des services annuaires, si je veux faire appel à mon backup en restauration. Et c'est terminé. Je coche redémarrer à la fin de l'opération. Et c'est tout pour l'installation du service DNS. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est juste renommer mon client, parce que là, il y a comme une opération qui est un peu longue, là, en réalité. Fait que pendant l'opération de DC Promo, ben, je sais très bien que j'ai un petit peu à travailler sur mon client. La chose que j'ai à faire sur mon client, c'est quoi? Ben, au niveau du réseau, je désactive la nappe parce que je sais qu'elle va me causer des petits problèmes au niveau lorsque je vais joindre mon domaine. Puis la deuxième affaire, ben, c'est de renommer l'ordinateur client de façon à pouvoir joindre le domaine plus rapidement tantôt. Donc, Emika PC, je l'appelle client coiffeur, je pense. Hein? En fait, je vais vérifier, tout le temps bon. Client coiffeur, ouais. Client coiffeur, majuscule ou minuscule, ça l'importe peu, c'est tout. On joint pas le groupe, on change pas le groupe de travail tout de suite, puis on joint pas le domaine tout de suite. Donc, je peux carrément redémarrer mon Windows 7. Alors, deux opérations que je peux faire en parallèle qui m'amènent au fait que l'ensemble de toutes ces opérations-là ont été effectuées. Fait que là, dans mon examen, moi, je ne peux pas le faire là, parce que j'ai une version électronique, mais je m'assure que 100%
des gestes ont été effectués. Fait que moi, je mets du vert, ça veut dire que je l'ai fait, j'ai pas besoin d'y revenir. Je me mets un code dans mon examen à la main, de façon à me dire, ça c'est fait, j'ai plus besoin de revenir, c'est sûr que ça va fonctionner. Alors, installer les rôles de contrôleur de domaine, niveau fonctionnel 2008 R2, ça c'est fait. Alors, je le signale en vert en ce qui me concerne. Évidemment, vous aurez des trucs, si on veut, plus sur papier. Alors, une fois que le contrôleur de domaine est installé et que le serveur a redémarré, donc ici, il est redémarré, je peux y ouvrir la session. Je suis maintenant rendu sur le domaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à lire l'examen. Alors, la prochaine étape, c'est modifier la sécurité des mots de passe du domaine de façon à désactiver les mots de passe complexes, puis m'assurer qu'il y a une longueur minimum de 3 caractères pour les mots de passe. Alors, c'est l'opération que je m'en vais faire. Alors, j'attends l'ouverture de session. Pour pouvoir faire ces opérations-là, je sais que j'ai besoin d'aller dans les stratégies de groupe. Donc, je m'en vais ouvrir ma console de gestion des stratégies de groupe seulement. J'ai juste besoin de ça. Et à l'intérieur des gestions de stratégies de groupe, je vais chercher ma GPO qui existe déjà, qui s'appelle Default Domain Policy. Et non pas Default Domain Controller Policy. Juste Default Domain Policy. Je m'en vais modifier cette GPO-là. Alors, si vous entendez des voix en arrière, c'est Aurora qui parle en écho ici pour confirmer que je fais les bonnes affaires. Alors, c'est dans le contexte ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité. Ensuite de ça, on s'en va dans stratégie, stratégie de compte, stratégie de mot de passe. À l'intérieur de ça, j'ai le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. Je désactive ce paramètre-là. Et la longueur minimum du mot de passe, je le mets à 3 tel que demandé. J'applique, j'OK, et comme c'est une GPO, GP update /force sur le serveur, parce que c'est une GPO qui va s'appliquer sur le serveur, carrément. Donc, je termine ça, je ferme mes autres fenêtres, c'est réglé. Et dans mon examen, je m'assure de mettre un crochet adéquat de façon à que ce soit clair que j'ai terminé cet item-là. Ensuite de ça, on a à créer des unités d'organisation, des comptes, des groupes globaux de façon à refléter l'organisation du travail spécifiée ci-bas. Alors, on va regarder attentivement parce que faut comprendre qu'on a des coiffeurs, ça va nous prendre un OU coiffeur, ça va nous prendre des coloristes, puis ça va nous prendre la direction. Alors, je regarde un petit peu, les noms d'usagers doivent être constitués des noms de famille uniquement, donc je vais avoir Gourou, Aubry, Gravel, Lafleur, puis le Noir. Fait que j'ai Alain Gourou, Pain Aubry, Roche Gravel, Rose Lafleur, Petit Blanc le Noir, qui sont mes usagers de mon salon de coiffeur. Le mot de passe est 1, 2, 3 pour tout le monde. Ça, il va falloir que je fasse ça. Et la dernière chose, c'est le Petit Blanc le Noir doit être membre du groupe opérateur de compte. Alors, il ne faut pas que j'oublie cet élément-là. Alors, une fois que j'ai analysé ça, puis que j'ai ça sous les yeux, bien, à ce moment-là, je vais me lancer dans la création de mes OU. Alors, c'est pas très compliqué. Je m'en vais ici et j'ouvre utilisateur et ordinateur Active Directory. En passant, si je n'ai pas fait de GP Update, je ne serais pas capable de faire de mot de passe avec 1, 2, 3. Hein? C'est un peu l'intérêt de le faire en premier. On va créer une nouvelle OU que j'appelle OU Salon. Moi, je me fais toujours une OU qui contient les autres OU. C'est plus facile à gérer. Dans Salon, je vais faire une OU que je vais appeler Coloriste. Dans Salon, toujours, je vais me faire une OU que je vais appeler Coiffeur. Et toujours dans Salon, je vais me faire une OU que je vais appeler Admin... C'est ça? Direction, pardon. Direction. Au niveau des coloristes, je vais juste tasser un petit peu mes affaires.
Au niveau des coloristes, qu'est-ce que j'ai? J'ai Roche Gravel puis Rose Lafleur. Fait que je m'assure de voir les deux éléments dans la même fenêtre. C'est pas un groupe que je veux du tout, c'est un coloriste pour commencer. Alors son prénom c'est Roche, son nom de famille c'est Gravel et son nom de compte c'est Gravel. Je mets 1, 2, 3 comme mot de passe. Et j'utilise, dans le fond, je vais créer tous mes comptes comme ça. Rose Lafleur. Un, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez peut-être pas remarqué, mais j'utilise très peu ma souris. J'utilise la touche Tab pour me promener entre les champs. Et quand je passe tout droit, je fais Shift Tab pour revenir en arrière. Et juste ce fait-là de ne pas utiliser la souris, je viens de sauver dans mon examen environ 15 minutes de taponnage. OK? 15 minutes juste à cause du pas de souris. Fait que je prends ça ici pour créer, mais à partir du moment où j'ai cette fenêtre-là, je fais Alain, Tab, Tab, Gourou, Tab, Tab, Gourou, Tab, 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 Enter, 1, 2, 3, Tab, 1, 2, 3, Tab, Space. On dirait chest-bras. Là. Suivant, terminé. Pain, Tab, Tab, Aubry, Tab, Tab, Aubry, Tab, 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 Enter, 1, 2, 3, Tab, 1, 2, 3, Tab, Space, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter, Enter. Et finalement, petit blanc, le noir. Il va sans dire que vous devez faire vos entrées d'utilisateurs correctement, chose que vous n'êtes pas ses maîtres. Et c'est terminé. Une fois que j'ai fait mes users, je vais faire des groupes, mes GL coloristes. Je vais faire mes GL coiffeurs. Et je vais faire mon GL direction de façon à refléter tout de suite correctement la manière de gérer de ce salon de coiffure-là. Je peux tout de suite placer mes coiffeurs. Il y a différentes manières de le faire, là, mais alors, Gourou, puis Aubry. Ce que je fais, c'est que je fais juste double-cliquer, je clique sur membre, je fais ajouter, puis là, ben, mes coloristes, c'est GRAV, Enter, LAF, Enter. C'est très rapide quand il y a des noms qui sont uniques au niveau de la manière d'écrire. Et finalement, dans direction, je vais chercher mon seul membre qui est le noir. Alors, je tape les premières lettres du nom d'utilisateur. C'est tout. Alors là, j'ai fait mes OU, mes groupes GL et mes utilisateurs sont déjà dans les unités organisationnelles. Donc, pourquoi? Bien, plus tard, si jamais j'ai besoin d'appliquer une GPO uniquement au coiffeur, bien, je vais pouvoir appliquer mes GPO à mon OU coiffeur, puis j'ai déjà mes coiffeurs dedans. Je n'ai pas besoin d'y penser plus tard. Donc, je mets en place ma structure d'unité organisationnelle et mes groupes globaux, parce que je sais que je vais avoir besoin de les utiliser plus tard, invariablement. Donc, je sais que je mets ça en place correctement, clean cut, avant de commencer. Alors, si ça se trouve, il manque une chose. Le petit blanc, le noir n'est pas membre du groupe opérateur de compte. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il en retourne. Alors, il y a des comptes qu'on appelle built-in. Et dans les built-in, il y a opérateur de compte comme groupe. Alors, on va ouvrir ce groupe-là. Ça va donner la permission à petit blanc, le noir de gérer les comptes d'utilisateurs dans le domaine. Alors, au lieu de faire une délégation de pouvoir, une délégation de contrôle, on peut effectuer ce genre d'opération-là. Par contre, c'est bon pour tout le domaine au complet. Alors, les membres, j'ai juste à rajouter petit blanc, le noir comme membre de ce groupe-là et automatiquement, il va avoir la permission. Alors là, j'ai créé tout ce qui est demandé dans cette section-là et évidemment, je l'indique correctement au niveau de ma gestion d'examen.
Dans l'étape d'après, au niveau du DHCP, ce qui est important, c'est de prendre le temps de bien lire, puis idéalement de transposer les informations dans une feuille ou dans une espèce de formulaire de planification. Alors, le serveur DHCP doit être lié à la carte LAN, il va sans dire, je vais vous montrer comment le voir tantôt. Il doit distribuer 100 adresses dynamiques et exclure au moins 40 adresses. Alors, je sais que au niveau de mon DHCP avec mon serveur, le masque, qu'est-ce que c'est? C'est de 255, 255, 255.0. Mon étendue, je vais juste travailler au niveau de mes adresses de mon dernier segment, étant donné que j'ai une 24 bits, c'est facile. Techniquement, je dispose de 1 à 254 d'adresses. C'est ce que je peux jouer avec. Alors là, on me demande d'avoir 100 adresses à donner, puis d'exclure au moins 40. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout mettre dans l'étendue, de 1 jusqu'à 254, puis de garder de 1 jusqu'à 100. C'est fini. Au niveau des... Excusez-moi, des exclusions, je me suis trompé, c'est de 101 jusqu'à 254 dans les exclusions. Alors, je vais avoir de 1 à 100 qui vont être attribués par le DHCP, puis de 101 à 254 qui seront exclus. Alors, ça répond à la demande. C'est minimum 40. Est-ce qu'il y a un besoin au niveau du bail? Ce n'est pas spécifié. Je vais le laisser par défaut. Dans les options de serveur, une adresse de DNS, celle de votre serveur. L'adresse de routeur, ça devrait être notre serveur. Puis l'adresse de temps, ça devrait être notre serveur. Donc, notre serveur devrait être présent à plusieurs endroits. Alors, ici, ça devrait être mon serveur, mon DNS. Mon routeur aussi, ça devrait être mon serveur. Et finalement, j'ai aussi une option de serveur de temps qui devrait être aussi mon propre serveur. Alors, c'est important d'avoir, si vous ne le faites pas comme ça, c'est pas très grave, mais ce qui est important, c'est d'avoir une idée de la configuration qui est voulue. Ensuite de ça, on va porter ça au niveau de la configuration du DHCP. Alors, surtout au niveau de l'étendue puis des exclusions. C'est surtout ça qui est important. Alors, dans notre serveur, comment ça se traduit tout ça? Bien, ça se traduit premièrement par l'installation d'un rôle. Alors, peu importe la manière dont vous allez travailler. Moi, je m'en viens ici, je fais ajouter un rôle. Et je vais installer le rôle de DHCP. À cette étape-ci, il y a beaucoup d'utilitaires, d'élèves et d'étudiants qui vont installer plusieurs rôles en même temps parce qu'ils ont parcouru l'examen, puis ils savent très bien qu'ils vont avoir besoin de ça, ils vont avoir besoin de IIS, ils vont avoir besoin de services documents et d'impression, puis ils vont avoir besoin de services de fichiers. Fait qu'au lieu de retourner 4 fois pendant l'examen, ils vont faire ça, sauf que faites attention, vous allez devoir installer les services de rôle. Donc, il va se taper tous les services de rôle au complet. Fait que c'est ce que je fais présentement. Stratégie pour gagner du temps. Je fais suivant. DHCP, je ne change rien. Je vais aller le modifier après. Je ne veux rien savoir au niveau du DHCP. Vous voyez ici la liste là, des services de rôle du DHCP. Service de documents et d'impression. Qu'est-ce que j'ai comme j'ai le serveur d'impression, c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Serveur web, je vais rajouter le serveur FTP qui n'est pas là par défaut. Et finalement, au niveau du serveur de fichiers, je vais rajouter le gestionnaire de ressources qui va me permettre d'avoir des quotas et des filtres. Je ne mets pas de nom de DFS nécessairement, ni de rien de ça. Je ne fais pas de suivi de stockage et j'installe l'ensemble des rôles. Alors, c'est une opération qui va être un peu plus longue que si j'avais juste installé le rôle de DHCP, mais en réalité, je viens de sauver du temps parce que tous mes autres rôles que je vais avoir à modifier plus tard dans mon examen seront déjà installés. Vous ne pouvez pas faire ça nécessairement avec Active Directory, qui est un rôle qui doit être installé tout seul. Alors, je vais laisser le temps au temps de faire son temps. On va laisser l'ordinateur installer les rôles.
Une fois les services installés, pardon, les rôles et les services de rôle installés, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller modifier notre serveur DHCP. Alors, dans les outils d'administration, à cette étape-là, peut-être qu'on peut se faire une petite MMC personnalisée. Je pense que ça va être pertinent pour le reste des travaux qu'on a à faire. Moi, je me fais une petite MMC personnalisée qui va contenir différents outils que je vais avoir besoin. Fait que je vais avoir besoin de DHCP, peut-être DNS, peut-être dossier partagé. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais avoir besoin? De gestion des stratégies de groupe. Gestion des stratégies de groupe. IIS, vous me dites? J'entends IIS, vous avez raison. Gestion des services Internet IIS. Gestion d'impression, pas nécessairement, parce que moi je vais utiliser d'autres techniques. Gestion des ressources du serveur de fichiers, je vais en avoir besoin. Puis évidemment, utilisateur et ordinateur Active Directory, là, c'est sûr que je vais en avoir besoin. Fait que donc, je me fais juste une petite MMC perso, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien travailler de cette manière-là, par contre. Je l'enregistre tout de suite sur le bureau. Comme ça, bien, ça me permet d'avoir une seule fenêtre à ouvrir, puis je peux configurer l'ensemble de mes rôles sans avoir 56 fenêtres ouvertes quand je vais travailler. Alors, c'est une question d'efficacité. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Donc, DHCP, j'analyse un petit peu c'est quoi le problème au niveau du DHCP. Le premier problème que je vais voir, c'est au niveau de mes options de serveur. Le serveur DNS qui est là, qui est configuré, a une valeur de 127.0.0.1, qui est ce qu'on ne veut pas. Vous pouvez conserver le serveur DNS au niveau des options de serveur qui vont être données aux options d'étendue, ou la supprimer puis le faire comme une option d'étendue. C'est comme vous voulez. Alors, si je veux conserver celle qui est là, j'ai tout simplement à double-cliquer pour aller l'éditer. Je vais supprimer le 127.0.0.1 pour le changer par ma vraie adresse IP 172.16.54.254. Je dois absolument cliquer, vous devez cliquer sur Ajouter et m'arranger pour que l'adresse IP soit dans la case du bas. Si elle n'est pas là, l'option ne sera pas présente. Il faut absolument que l'adresse IP soit ici, au niveau de mon DNS. Ensuite de ça, je vais faire une nouvelle étendue. Cette nouvelle étendue-là, je vais l'appeler principale ou appelez-la comme vous voulez, c'est pas très important. L'adresse de début, 172.16.54.1 jusqu'à 172.16.54.254. Alors, je vais chercher toutes mes adresses IP au complet d'étendue possible. La longueur, c'est du 24 bits. Et je vais faire une exclusion de 172.16.54.101 jusqu'à 172.16.54.254. Alors, je viens de faire une énorme exclusion, ce qui fait que mon DHCP va donner de 1 à 100 au niveau des adresses IP. Ensuite de ça, le bail, je ne le change pas. Les options, je vais les changer. Routeur, ben, j'ai besoin de 172.16.54.254, tel que demandé dans la demande. Le nom de domaine, ma compagnie.locale, c'est correct. 127.0.0.1, c'est pas bon. 172.16.54.254 comme DNS. Très important. Ne jamais utiliser 127.0.0.1 comme DNS dans un DHCP. C'est mortel. Parce qu'à ce moment-là, le client se retrouve à essayer de résoudre les noms avec lui-même. Puis lui, il n'a pas le service DNS. Fait que ça ne marche pas. Une fois qu'il est dans la case du bas, signe que ça va fonctionner. Je m'en vais changer l'autre option Wins, j'en ai pas. Et j'active mon étendue. Il me reste une option. Dans mon étendue, dans mes options d'étendue, j'ai 3 options. Il me manque serveur de temps. Alors, je clique droit dans la partie blanche à droite et je vais dans configurer les options et je vais chercher mon serveur de temps ici. Puis, je rajoute mon serveur SRV Coiffure. Si ça ne me tente pas d'adresser d'écrire le nom de l'adresse IP, bien, je peux juste écrire le nom puis faire résoudre. J'applique et je fais OK. C'est tout ce qui a trait au niveau du DHCP. Une fois que le DHCP est terminé, tout de suite, je m'en vais valider ça au niveau de mon client.
Je m'en vais valider le fonctionnement de mon DHCP avant de continuer quoi que ce soit. Dans l'installation du DHCP, la validation du fonctionnement fait partie des étapes. C'est pas comme j'ai fait mon DHCP dans mon serveur et c'est fini. Non, 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 non. Essayez de valider juste ça. Donc, peut-être au niveau du client, ça va nous prendre un IP config release renew, possible. Mais avant de voir si c'est nécessaire, je fais juste un IP config /all pour voir que au niveau du IPv4, bon, j'ai un APIPA ici. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais j'ai 169.254 qui est un APIPA. Ça veut dire que c'est pas très bon. Alors à ce moment-là, je vais me taper un ipconfig release dans un premier temps, puis ipconfig renew dans un second temps. Et ça devrait régler le problème. Si ça ne règle pas, vous pouvez essayer de redémarrer. Vous voyez ici, j'ai mon adresse au complet. Je peux même refaire un ipconfig /all pour confirmer que mon DNS est bien 172.16.54.254. Je pourrais pousser le bouchon encore plus loin en faisant un NSLOOKUP, puis en demandant le nom de mon domaine. Ça, là, c'est comme très bon. Alors, ma compagnie.local. Quand on l'écrit comme il faut, ça va mieux. .local. Est-ce qu'il est capable de résoudre le nom? Oui. Et là, et à ce moment-là seulement, je peux confirmer que mon client a une adresse par DHCP puis que mon DHCP a été configuré correctement. Donc, je peux mettre tout ça en vert parce que ça a été fait. Alors, DHCP, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de joindre mon client à mon domaine. Est-ce qu'il est spécifié dans l'examen? Je ne le vois pas là. Mais techniquement, ça devrait être ici qu'on joint le client au domaine. Donc là, à ce moment-là, comme je suis déjà sur mon client, puis que j'ai validé que mon adressage IP fonctionne bien, là, je m'en vais à l'endroit où je modifie le nom de mon client. Et je m'en vais tout simplement joindre mon domaine ici, ma compagnie.local. Je fais OK, oui, je le veux. Je rentre un nom d'utilisateur de mon domaine. Ça peut être mon administrateur, mais ça peut être aussi le noir qui a le droit par défaut de joindre des machines au domaine. Fait que je mets le noir parce que c'est plus facile d'écrire un 2, 3 que le mot de passe de l'administrateur. J'ai une alerte de bienvenue et je redémarre mon client, chose que vous avez fait des milliers de fois. Alors, du point de vue de mon serveur, maintenant, je devrais avoir mon client qui est arrivé dans l'utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans la section Computers, mon client est ici. Et là, je prends soin de prendre mon client, puis je viens le placer dans mon OU salon. Parce que ça se peut que j'aie besoin de mon client tantôt pour faire une GPO de contexte ordinateur. Je vais m'assurer que mon client il soit dans ma face, que je puisse le déplacer facilement. Alors, ce sont les étapes jusqu'à date. La prochaine étape, ça va être IIS. Donc, section 2.1 concerne la communication, principalement des tâches à effectuer au niveau d'un serveur web, serveur FTP et pare-feu du serveur. Alors, on va regarder ça attentivement. On va faire l'intranet dans un premier temps. Alors, on doit créer un intranet. Ça veut-tu dire qu'il faut qu'il s'appelle intranet? Non. Ça veut juste dire un intranet, c'est un serveur web disponible à l'intérieur d'un réseau local. Il n'est pas marqué qu'il faut qu'il s'appelle intranet jusqu'à date dans la question. Par contre, la racine est située sur le lecteur D. Je m'en vais dans mon serveur, puis je m'en vais tout de suite sur le lecteur D, et je m'en vais me faire une racine pour mon intranet. Je l'appelle intranet, puis l'intranet va s'appeler comment? Salon. Fait que je l'appelle intranet salon. Je me fais un dossier qui va contenir mon serveur web. Je sais que j'ai un intranet à faire dans ce dossier-là, je l'ai fait. Cet intranet ne doit contenir qu'une page index.html contenant quelques mots seulement. Je m'en vais à l'intérieur de mon dossier. Je vais créer un nouveau document texte.
que je vais devoir renommer index.html. Avant ça, je vais devoir modifier les options de dossier. Dans l'affichage, je dois m'assurer de faire voir les extensions de fichiers, chose que vous avez dû faire environ 4 milliards de fois. Une fois que je vois l'extension .txt, là, je peux renommer mon fichier index.html. C'est important parce que si vous ne renommez pas votre fichier index.html, le serveur web ne pourra pas rejoindre votre page web de base. Hein, Eric? Une fois que votre index.html est fait, vous pouvez l'ouvrir avec Notepad, c'est-à-dire ou bloc-notes, peu importe, pour être capable de le modifier localement. Et là, on doit écrire quoi? Contenant quelques mots seulement. Donc, quelques mots seulement. C'est une blague, là. Okay? Vous pouvez écrire ce que vous voulez, je m'en fous, ça peut être du HTML. C'est pas très important. Vous pourriez lui mettre une balise là, de titre 1, mettons, là, on aime ça, les balises de titre 1. Fermez la balise. Bon, comme ça. Vous avez appris du HTML. Vous êtes bon là-dedans. Ça, donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, j'ai créé un intranet dont la racine est située sur le D. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai mis mon dossier sur le D. Et la page index.html, je l'ai fait. OK? Alors, vous avez remarqué que je lis mes questions, puis j'effectue les opérations au fur et à mesure, un peu comme des prérequis. Alors là, mon intranet n'est pas encore créé en soi. Fait que je vais aller le créer. Je vais le créer où? Ben, dans ma console de service Internet IIS. Je vais aller voir mon salon de coiffure, dans SRV Coiffure, dans mon salon, pas dans mon salon, mais dans mon serveur, je devrais avoir déjà un site qui s'appelle le Default Website. Soit qu'on le désactive, soit qu'on le supprime. Moi, j'aime bien le supprimer, ça fait du ménage. Je vais me faire un nouveau site web que je vais appeler Salon. Le chemin d'accès physique, je l'ai déjà créé. C'est sur le D, dans le répertoire Intranet Salon. Et lorsque j'arrive en bas au niveau des liaisons, c'est là que je vais devoir nommer le nom d'hôte Salon. Pourquoi? Parce que dans la question, on me dit qu'il doit être accessible avec l'adresse Salon. S'il n'est pas spécifié, vous ne devez rentrer rien au niveau du nom d'hôte. À ce moment-là, ça va être le nom de votre serveur, en l'occurrence, SRV Coiffure, ce qui n'est pas le cas présentement. Je ne veux pas avoir SRV Coiffure, je vais avoir Salon. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le nom d'hôte, je vais marquer exactement l'adresse que je vais utiliser pour le rejoindre. Je vais juste zoomer parce qu'il y a des gens qui s'enlèvent qui sont en train de s'arracher les yeux. Je démarre le site web immédiatement. Et vous pensez que c'est tout? C'est pas tout. Présentement, le site web, le IIS, il va me donner une page web si j'y demande le mot salon. Mais il n'y a personne qui est capable de rejoindre le serveur avec le mot salon. Ça me prend un alias dans le DNS pour pouvoir faire ça. Alors, lorsque vous avez un site web intranet à faire avec un nom en particulier, ça vous prend invariablement une nouvelle entrée dans la zone de recherche directe, ma compagnie.local. J'ai besoin de créer un alias. Cet alias-là sera nommé Salon et il va pointer vers mon serveur. Alors, je vais aller chercher mon serveur juste pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe. Mon SRV Coiffure, j'autorise les mises à jour. J'ai fait un nouvel alias dans ma zone de recherche directe. Et maintenant, ça devrait marcher. Le test, c'est lequel? Ben, je m'en vais sur mon client. J'ouvre une session avec un utilisateur du domaine. Je vais changer l'utilisateur. Je vais prendre le noir. Mot de passe 1, 2, 3. Alors, évidemment, je n'ai pas encore ouvert de session avec cet utilisateur-là sur mon client. La première ouverture de session est légèrement plus longue parce qu'il y a création du profil local. Ce qui n'est pas un problème en soi. Et dès qu'il a ouvert sa session, je vais ouvrir une ligne de commande pour juste m'assurer que je sois capable de faire un ping sur le mot salon, qui est un préalable
au restant. Je ne vais pas vérifier tout de suite avec Internet Explorer. Je vais tout de suite vérifier si je suis capable de rejoindre mon serveur avec le bon nom. Donc, je vais ouvrir une ligne de commande et je fais ping salon. Est-ce que le serveur me répond? C'est un préalable? Oui, je peux passer à l'autre étape qui est de démarrer en croisant nos doigts, évidemment, comme d'habitude quand on utilise ce logiciel-là. Internet Explorer. On arrête tout ça. On demande ultérieurement tout ça. Bon, OK. Et je demande salon au niveau de la barre d'adresse. Techniquement, je devrais avoir mon site web qui apparaît. Ça, c'est fait. Ça marche. Je prends l'ensemble de mon intranet dans mon examen et je m'assure d'indiquer que c'est fait. Prochaine étape, FTP. Au niveau du serveur FTP, ce qui est demandé, c'est de créer un FTP de type anonyme. Alors, dans la démonstration, je vais faire attention dans la vidéo de vous montrer les différents éléments ou les différentes options que j'aurais pu prendre. Okay? Donc, anonyme ou standard. En lecture seule, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer les autres options. À la racine du dossier contenant les logiciels MSI, là, vous devriez avoir pas mal dans votre cerveau quelque chose comme, c'est quoi ça, la racine des logiciels MSI? Bien évidemment, il faut lire l'ensemble de l'examen pour comprendre que plus tard, on va avoir dans le numéro 3.2, on va devoir partager des fichiers MSI. Alors, tout ce qu'on a besoin de comprendre dans le fond maintenant, c'est qu'on a besoin d'un dossier qui s'appelle MSI, dans lequel un jour il y aura des MSI, puis s'ils ne sont pas là tout de suite, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de mettre en œuvre le serveur FTP pour l'instant. Alors, comme préalable, j'ai besoin de mon dossier. Alors, directement sur le D. Je fais ça, vous avez remarqué que je ne me casse pas la tête, hein? Je fais ça à la racine. J'aurais pu me faire un dossier partage puis les mettre tous dans partage. J'aurais pu faire ça aussi, mais là, j'ai décidé d'utiliser tous les dossiers à la racine pour chacun de mes partages. Alors, je fais un nouveau dossier que je vais appeler MSI qui sera utilisé pour deux choses. Mon partage de fichiers MSI pour la publication de logiciels et le FTP. Donc, deux protocoles différents qui vont pointer vers le même endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste me permettre de faire un petit fichier à l'intérieur. Juste un petit fichier texte, juste pour le fun. Je vais l'appeler liste. Juste un fichier vide pour qu'il y ait un contenu, pour que je puisse voir le contenu lorsque je vais tester mon FTP. Sinon, c'est plate d'avoir un dossier vide, on ne sait pas si ça marche ou on ne sait rien. Fait que juste très très simple comme ça. Ensuite de ça, au niveau de IIS, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer ma console, évidemment, de gestion. Et je vais m'assurer d'aller chercher mon gestionnaire de services Internet. Il va arriver parfois que des gens, lorsqu'ils vont se trouver sur le serveur comme ça, dans les sites, lorsqu'on clique droit sur l'onglet site, il va arriver des fois où est-ce qu'on n'aura pas l'option « Ajouter un site FTP ». Si elle n'est pas présente, vous devez ajouter le service de rôle. C'est possible qu'on ait installé le rôle d'IIS et qu'on ait oublié d'ajouter le FTP. À ce moment-là, vous retournez dans les rôles, service de rôle, puis vous ajoutez le service de rôle FTP dans les options d'IIS. Ce n'est pas mon cas présentement, donc je peux procéder. Le nom est libre à l'administrateur. Donc, je l'appelle FTP Anno MSI pour me souvenir que c'est un FTP anonyme de MSI. Mais c'est purement pour moi. Le chemin d'accès physique, ben, j'ai déjà créé mon dossier. Fait que je vais aller chercher mon dossier MSI qui est juste là. Et je fais suivant, et là j'ai mes liaisons. Mes liaisons, c'est quoi? C'est les adresses IP que je veux, sur lesquelles je veux que mon service opère. Donc toutes. Le port 21. Si on vous demande un port non conventionnel, comme mettons 22-22, à ce moment-là, il faut aller faire deux entrées dans le pare-feu, une en UDP et une en TCP. Le UDP sert aux commandes et le TCP sert au transfert. Alors, c'est important, les deux protocoles UDP et TCP. Présentement,
Le port 21, je n'ai pas besoin de faire d'entrée. Pourquoi? Parce que dès que j'ai ajouté le service de rôle dans le serveur, il y a eu des... D'ailleurs, on va le regarder là, au lieu de jaser, ça ne dit rien. Dans le pare-feu, dès que j'ai installé le service de rôle, dans les règles de trafic entrantes, on va voir le FTP qui est déjà activé à quelque part dans la liste. Là. Donc ici, là, vous avez deux FTP Server Passif puis Secure. Vous avez deux règles qui ont été activées automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de m'en soucier pour l'instant. Je démarre le FTP et au niveau du SSL, je ne l'exige pas. Je mets tout simplement pas de SSL. Si j'oublie, il y a moyen de le changer par la suite. Fait que dans la vidéo présentement, je fais exprès pour oublier. C'est volontaire parce que c'est une erreur qui arrive fréquemment d'oublier ça ici. Alors, je l'exige, ce qui n'est pas bon, mais je vais aller changer après. L'authentification anonyme, c'est ce que j'ai besoin avec l'utilisateur qui s'appelle Anonymous. De base, ça va utiliser les utilisateurs de mon domaine. Donc, c'est pas ça que je veux. C'est vraiment anonyme. Et les autorisations, je dois réutiliser les utilisateurs anonymes, absolument, et donner la permission d'autorisation que je veux. Alors, dans la demande, c'est anonyme, lecture seule. Donc, on a anonyme, autorisation à anonyme en lecture seule pour que ça soit conséquent. C'est tout. Et vous allez voir que une fois que j'ai créé mon FTP, je peux, en cliquant droit et en sélectionnant modifier les liaisons, je peux, une fois que je l'ai fait, modifier le port. Je peux le faire. Le nom d'hôte a moins d'impact. Il va avoir un impact là, seulement au niveau des alliances, mais ce n'est pas nécessairement important le nom d'hôte au niveau du FTP. Une fois que c'est fait, je peux aller changer l'authentification. Je peux activer l'authentification de base si je veux. Je peux la modifier ici, c'est possible. Une fois que c'est fait aussi, je peux aller changer les règles d'autorisation. Ici, je peux ajouter une nouvelle règle. Je pourrais dire les rôles, je pourrais donner un DL, mettons, je pourrais avoir créé un DL puis donner des permissions ou juste à la limite, si je ne respecte pas GDLP, je pourrais mettre un GL coloriste puis je pourrais donner des permissions aux membres du groupe GL coloriste si je veux. Ça n'est pas respecté à GDLP, mais je peux le faire. Donc ça, c'est les différentes possibilités que j'ai d'ajouter autant de permissions ou d'autorisations que j'en ai besoin. Alors présentement, celle-là, c'est autoriser tous les anonymes à lire. Je la retrouve là. Je suis capable de la modifier même si je fais une erreur. Et au niveau du SSL, ben c'est l'option juste ici. Je la cherche, je ne la vois pas. Elle est là. Paramètres SSL FTP. Les options, j'ai exigé, j'ai juste à faire autoriser. Alors, l'autorisation fait en sorte que ça va fonctionner, mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser SSL. Alors, en ce qui nous concerne, on ne va pas jusqu'au SSL. Donc, on fait ça, on applique les modifications et c'est tout. Et dès que j'ai fini ça, ben, je m'en vais tout de suite sur mon client rapidement. Je m'en vais ouvrir une ligne de commande. Et à la ligne de commande, je rentre en FTP. Je vais avec Open, SRV coiffure ou l'adresse IP. Le port 21, il n'est pas nécessaire vu qu'il est conventionnel, mais je le marque pareil juste pour se souvenir que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous allez voir que ça ne marche pas. Pourquoi? Un serveur FTP anonyme avec alias fraîchement installé dans 2008 R2 nécessite invariablement un redémarrage. C'est connu comme barre à base d'empation. Alors, on doit absolument redémarrer le serveur si on veut qu'un FTP anonyme fonctionne. J'aurais fait un FTP avec authentification de base qui aurait fonctionné. Alors, je dois redémarrer mon serveur. C'est une condition que je n'ai pas le choix de respecter. Alors, j'attends le redémarrage du serveur. Donc, le redémarrage de l'ordinateur a été effectué. Tout de suite, je me retrouve à nouveau au niveau du FTP. Je recommence ma commande. Tout de suite, on me demande le nom de l'utilisateur. Anonymous, écrit sans faute d'orthographe, évidemment. A-N-O-N-Y-M-O-U-S. Le mot de passe, j'écris n'importe quoi, je fais entrer et j'ai ouvert une session. Je pourrais faire un LS pour voir le contenu, mais je vais avoir une alerte de pare-feu de mon client.
je dois absolument autoriser l'accès à la commande FTP sur mon client. Alors, je vais utiliser mon administrateur local, /Emika annexe, pour autoriser ça. Et je dois recommencer ma connexion à nouveau. Et là, mon LS va fonctionner et je vois le fichier list.txt là, qui est juste là. Donc, signe que je vois le contenu. J'essaye d'écrire, mais dire n'importe quoi, et j'ai le code 550 qui est juste là, qui veut dire qu'il n'y a pas, ça n'a pas marché l'écriture, donc ça respecte le besoin. Alors, c'était le FTP. Juste avant de continuer, donc ça ici, je peux le mettre en souligné, puis je m'assure que ça c'est fait. Je vais changer tout de suite le pare-feu parce que je vais finir ce numéro-là rapidement. J'ai à activer et non pas désactiver toutes les règles en lien avec les fonctions suivantes. FTP, je les ai vérifiées tantôt, c'est fait. Bureau à distance puis administration du serveur à distance. Alors, je vais me placer dans mon serveur. Je vais ouvrir ma session. Étant donné que j'avais redémarré mon serveur, ma session n'était pas encore ouverte. Et je vais aller ajouter dans le pare-feu, avec fonction avancée de sécurité, les règles entrantes. Dans les règles entrantes, je vais faire nouvelle règle en cliquant droit sur règle entrante. Et dans les nouvelles règles, je vais chercher dans les règles prédéfinies la règle de bureau à distance. Et je m'assure d'activer la règle de bureau à distance en faisant suivant. Je coche les règles que je veux que soient créées. Autoriser, c'est terminé pour bureau à distance. J'en fais une nouvelle. Administration du serveur à distance. Alors, prédéterminé. Administration du serveur à distance. Administration distante. Alors, il s'agit d'être capable d'activer au besoin certaines règles dans un pare-feu de serveur ou de client. C'est tout. Alors, une fois que c'est fait, j'ai rien d'autre à faire. C'est terminé. Je m'assure de cocher dans mon examen que ces gestes-là ont été faits. Et je suis prêt à la question 3.1 qui est d'installer l'imprimante. Au niveau de la question 3.1, qui vaut 15 points dans cette synthèse-là, au niveau de l'imprimante, on a besoin d'installer et de partager l'imprimante dans un premier temps. L'adresse IP sera spécifiée par l'enseignant. Alors ici, je vais l'inscrire tantôt. Vous devez installer l'imprimante avec les pilotes du fabricant et vous devez partager cette imprimante avec les options suivantes. Alors, on m'indique ici à l'oreille que le projecteur n'est pas allumé. Et il y a des manifestations dans la salle, des pancartes, des carrés rouges sont toutes sortis. Les casseroles sont sorties. Bon, OK, donc. On me demande un nom de partage qui est PRN Form. Alors, PRN Form, c'est juste le nom qu'on me demande. Moi, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, quand je vais installer l'imprimante, je vais l'utiliser comme nom d'imprimante aussi. Ça va me sauver une étape. OK? Fait que je lis comme il faut ma question, puis ça, je vais le mettre comme nom d'imprimante en plus. Au niveau de l'emplacement, je dois indiquer l'école et le nom du local, puis l'imprimante doit être listée dans l'annuaire. Alors, je vais tout faire ces opérations-là d'un seul coup, sachant que la première chose que j'ai besoin d'avoir, c'est les pilotes. La deuxième chose que j'ai besoin d'avoir, c'est un ping qui fonctionne vers l'imprimante réseau. Alors, c'est quand j'ai pas ça, tant que j'ai pas ces deux éléments-là, je ne commence pas à installer mon imprimante. Alors, du point de vue de mon serveur, ce que ça implique, si je veux être capable de faire un ping, c'est que ça veut dire, je vais juste aller chercher mon serveur ici. Ça implique d'activer ma carte en NAT.
Alors, au niveau du centre de réseau et partage de mon serveur, au niveau des paramètres de la carte, ma carte en NAT étant désactivée, ça m'empêche de sortir, si tu veux, de mon petit réseau interne protégé. Alors, j'active ma carte en NAT dans un premier temps. Dans un deuxième temps, à l'aide d'un l'invite de commande, je vais faire un ping sur l'adresse IP de l'imprimante. Alors ici, c'est 172.21.122.225, je pense. Lorsque mon ping est positif et que je reçois 4 réponses correctes, à ce moment-là, ça me donne le droit d'aller plus loin. Le plus loin, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement d'utiliser un furteur de son choix pour aller télécharger les pilotes. Alors, je vais prendre Internet Explorer parce que là, c'est la seule chose qui est installée. FTP, 2.//10/27/16/10. Présentement, on est aux prises avec une imprimante Lexmark T640. Alors, dans le dossier pilote, je devrais retrouver un dossier Lexmark. Et dans le dossier Lexmark, j'ai un fichier qui s'appelle universel.zip que je télécharge. Je suis attentif à ce qu'Internet Explorer va m'afficher comme problème. Lorsque je clique sur universel.zip, on me dit que je tente de télécharger sur un site qui n'est pas autorisé. Je dois faire « Ajouter ». J'enlève l'exigence du HTTPS. Je fais « Ajouter à nouveau » et je fais « Fermer ». Et à ce moment-là, je viens d'ajouter le site FTP dans la zone d'exception par rapport à la sécurité d'Internet Explorer. Je réessaye de faire universel.zip et là, à ce moment-là, on me demande ce que je veux faire avec. Bien, enregistrer sous va me permettre de contrôler 100% du processus. Je fais faire un enregistré sous, puis je le mets, tiens, sur le bureau momentanément. Alors là, on attend le téléchargement du fichier, qui ne devrait pas prendre 100 millions d'années. Une fois que c'est terminé, je m'assure d'aller ouvrir le fichier .zip en double-cliquant dessus. Je prends le dossier contenu à l'intérieur du .zip et je viens le déposer sur le bureau à côté pour en extraire le jus. Alors, c'est un processus d'extraction, pareil comme avec des oranges Tropicana, appartenant à Quaker PepsiCo. Mes deux préalables étant complétés, à ce moment-là, je m'en vais procéder à l'installation de l'imprimante. C'est là que les gens qui sont excités et qui ont hâte d'arriver à la fin, ils manquent. C'est assurez-vous d'avoir le préalable avant d'effectuer l'opération. J'ajoute une imprimante de type local, même si c'est une imprimante de type réseau, c'est une imprimante IP. Donc, c'est local. Je dois créer un nouveau port de type TCP/IP. L'adresse 172.21.122.225, la même adresse que j'ai utilisé le ping. Je peux ou pas interroger l'imprimante. Si je ne l'interroge pas, ça va aller un peu plus vite. OK? Mais je peux le laisser interroger, c'est pas très grave. Et je fais suivant. Il peut y avoir un certain délai. Ça se peut que le serveur il patauge dans la sauce pendant un certain temps. C'est normal. On le laisse aller. En général, au niveau des imprimantes Lexmark de ce type-là, les T640, on installe tout par défaut et ça devrait bien fonctionner. Certaines imprimantes, par contre, vont nécessiter l'installation d'un port en particulier, notamment les Xerox, certaines HP, vont nécessiter l'installation d'un port. Alors, ça s'en vient incessamment sous peu. Je vais mettre une pause juste parce que c'est long un peu. Alors, une fois qu'il a fini la reconnaissance du port, c'est là qu'on nous suggère un Generic Network Card par rapport au type de port. Et si ça ne fonctionne pas, le générique, c'est là qu'on va devoir sélectionner un port selon le fabricant. Ce qui n'est pas nécessaire dans mon cas. Je sais que ça va très bien fonctionner au niveau de la Lexmark avec un port générique. Je fais suivant. On me demande d'installer le pilote. Ça ne vaut pas la peine de chercher dans la liste. C'est la liste que Windows connaît. Je m'en fous de cette liste-là. Ce que je veux, c'est les pilotes du fabricant. Je fais 10 fournis. Je vais parcourir sur le bureau
un dossier que j'ai décompressé juste auparavant. Et en bas de ce dossier-là, je me retrouve avec un fichier LMUD1040.inf qui est mon pilote. Lorsque je sélectionne ça, j'ai dans la liste mon imprimante et je fais suivant. On me demande le nom. Je mets tout de suite le nom du partage, PRN-form. PRN-form. Ça va se répercuter sur le nom de partage par la suite, puis ça va être une opération de moins à exécuter dans le fond. Alors, l'installation de l'imprimante est un peu plus longue étant donné que je lui ai spécifié des pilotes en particulier. Par contre, à ce moment-là, vous aurez accès à 100% des fonctionnalités de votre imprimante en ayant installé les pilotes du fabricant, ce qui est recommandé par l'Ordre des pharmaciens et des fabricants. Ici, ordre il y a. À la fin, on nous demande de partager l'imprimante. Alors, c'est là qu'on va mettre au niveau de l'emplacement UNICA annexe local 122 et les commentaires si vous payez le café. Version pédagogique de si vous payez le cognac. Suivant. C'est terminé, sauf que nous, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller modifier les propriétés de l'imprimante. Alors, on voit dans les propriétés le logo de Lexmark ici qui indique que notre pilote est de bonne qualité. Si on n'avait pas installé le bon pilote, on aurait pu, dans l'onglet « Avancé », modifier le pilote ici, ce qui n'est pas notre cas parce qu'il a déjà bien été fait. Au niveau du partage, maintenant, on va la lister dans l'annuaire. Ça va faciliter la diffusion de l'imprimante. Alors, avec Active Directory, on va pouvoir la trouver comme ça. Et finalement, au niveau des pilotes supplémentaires, ben là, on peut installer nos pilotes pour le 32 bits. Je répète, c'est important dans un premier temps de pointer vers le pilote 64 bits, l'original. Donc, vraiment, dans le dossier des pilotes universels, je vais chercher dans un premier temps mon fichier ici. Alors, c'est là le pilote d'imprimante qui est à la racine. Et dans un deuxième temps, vous regarderez, ça va changer ici, là. Dans un deuxième temps, il me demande tout de suite le chemin d'accès aux médias Windows. C'est là que je vais faire parcourir et que je vais aller dans le dossier I386 qui se trouve dans mon dossier de pilote pour aller lui pointer le fichier ntprint.inf. C'est tout. C'est uniquement ça. L'ordre est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, une fois que j'ai installé mes deux pilotes, je vais être capable d'installer, dans le fond, mon imprimante sur un 32 ou un 64 bits. Ça va bien fonctionner. Une fois que tout ça est fait, à ce moment-là, je fais OK et je vais tester l'installation de mon imprimante sur mon client. Avant même de faire une diffusion via une GPP, je vais la tester. Donc, je fais fermer. Je m'en vais sur mon client tout de suite et je vais, à partir de mon client, aller dans imprimante et périphérique et je vais essayer de l'installer tout de suite. Et vous remarquez que je n'ai pas de connexion Internet sur mon client. Hein? Ça fait que si ça fonctionne, c'est vraiment le pilote qui provient du serveur. Alors, ajouter une imprimante réseau cette fois-là. Elle apparaît dans la liste parce qu'elle a été listée dans l'annuaire. Je fais suivant. Il se connecte, il recherche son pilote et il installe le pilote. Si cette opération-là ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas installé les pilotes de 32 bits de x86. Étant donné que le client n'a pas de connexion Internet, il n'est pas capable d'aller chercher les pilotes sur Windows Update. Alors ça, c'est un peu notre test de partage. Ce n'est pas le travail au complet qu'on a à faire, c'est un peu le test de partage. Alors ici, je peux comprendre que l'ensemble des opérations que j'ai faites au niveau de mon imprimante sont effectuées. Maintenant, on a à publier l'imprimante au niveau d'une GPP selon les directives suivantes. On doit faire une GPP de niveau utilisateur nommée GPP imprimante. L'imprimante doit être par défaut seulement pour les coiffeurs. Donc, ça devient facile rendu là. Je vais juste revenir sur mon installation d'imprimante parce qu'elle est en train d'installer, là. Je vais faire ma GPP, puis je vais valider le tout après. Alors, au niveau de mon serveur, je m'en vais dans ma console. Je m'en vais chercher mes gestions de stratégie de groupe.
et je vais aller chercher mon unité organisationnelle de coiffeur parce que c'est une imprimante qui doit s'installer uniquement chez les coiffeurs. Alors, j'ai fait mes unités organisationnelles au début, ça va aller vite. Je crée mon objet GPO et j'appelle GPP imprimante. C'est tout ça qu'on me demandait? GPP imprimante, oui, c'est original. Je vais modifier mon objet GPP imprimante. Alors déjà là, je sais que ça va s'appliquer juste aux coiffeurs qui sont dans l'unité organisationnelle. C'est ça. Contexte utilisateur, préférences, paramètres du panneau de config. J'ai mes imprimantes qui sont ici. Je m'en vais sélectionner une nouvelle imprimante de type partagé. Et le chemin du partage, j'ai juste à cliquer ici pour voir l'imprimante dans la liste. Je la sélectionne. Je la définis par défaut. C'est tout. Il n'y a pas d'autres considérations. C'est tout. Il reste juste à valider le fonctionnement. Je reviens sur mon client pour valider le fonctionnement. Alors, mon imprimante, elle s'est installée, évidemment, ici. Je la supprime, parce que là, je ne veux pas l'avoir installée manuellement, je veux l'avoir installée automatiquement. Alors, je supprime mon imprimante. Je vais fermer ma session. Et je vais ouvrir ma session avec un coiffeur. Là, j'ai besoin d'avoir un hint, là, nommez-moi un coiffeur, parce que j'avais ouvert une session avec un membre de la direction. Gourou. Donc, Gourou est un coiffeur. J'ouvre la session avec Gourou et le résultat attendu, c'est que l'imprimante doit être installée pour Gourou automatiquement à l'ouverture de session. Techniquement, je n'avais plus d'imprimante parce que je venais de la supprimer avec mon autre utilisateur. J'ouvre avec Gourou et je devrais avoir l'imprimante. Évidemment, c'est possible que vous soyez obligé de faire un GP update /force, une fermeture et une ouverture de session. Mais habituellement, ça fonctionne bien. Alors, une fois l'ouverture de session complétée, avec Gourou, on va aller avec le bouton démarrer dans périphérique et imprimante. Et si on voit l'imprimante dans la liste des périphériques et imprimantes, tel que c'est le cas présentement, bien, on n'a pas à s'en soucier. Puis on peut s'amuser aussi, en cliquant droit sur l'imprimante, on peut la supprimer. Et à la ligne de commande, on peut faire un GP update /force pour voir le résultat du GP update. Je tasse ma fenêtre un peu, je fais un GP update et vous remarquerez ici l'imprimante va réapparaître automatiquement parce qu'on est avec une GPP avec option mettre à jour. Alors il faut avoir confiance, là, un petit peu de magie, un petit peu de poudre de Merlin Pimpin, puis ça devrait fonctionner. Abracadabra. J'ai dit abracadabra. Bon, voilà. Alors donc là, je peux confirmer que tout ça fonctionne pour les coiffeurs et j'ai effectué l'ensemble de mes opérations. Donc, on a effectué les numéros jusqu'à 3.1. Dans la prochaine partie, dans la prochaine vidéo, on va voir les questions 3.2, les questions 3.3, ainsi que les questions 4.1 et la fin de la 1.1.